On croirait un jardin sorti de l'imagination de Jules Verne ou de Rudyard Kipling. Des fougères arborescentes, de la rhubarbe géante, un acajou flamingo venu de Chine ou encore une cascade vertigineuse. Il en fallait de l'audace pour imaginer un tel paysage tropical à Nantes. En créant le jardin extraordinaire, dernier né des jardins nantais, les paysagistes de la ville prolongent une passion vieille de 4 siècles, celle de l'innovation botanique, et se tournent vers l'avenir. Un microclimat entretenu par des falaises de granit, une eau recyclée en circuit fermé. La nature a ici repris ses droits et les grenouilles ne s'y trompent pas. Et là, ici, c'était une friche, une ancienne brasserie avant une ancienne carrière. Donc un endroit complètement anonyme. Et quand on le voit net sous ses yeux, qu'on le voit apparaître, qu'on y participe un petit peu, et du coup, ça devient magique. Il y a des plantes incroyables, extraordinaires, alors qu'ici, c'était un tas de ronces sur du béton et des tiges de métal. C'est être un peu fou, mais un peu fou avec sérieux, de manière scientifique, pour regarder ce que pourrait être un monde de demain. Comment on fait à la fois pour tenir avec plus 4 degrés, et comment je fais pour ne pas partir en vacances tous les week-ends en prenant ma voiture, en consommant plein d'essence, mais comment j'ai un monde incroyable au pied de chez moi, qui fait qu'avec mes enfants, je suis trop content de passer le dimanche en jardin extraordinaire. En remontant la Loire sur quelques kilomètres, on parvient au plus ancien jardin de Nantes, le Jardin des Plantes. À 2 pas de la gare, au cœur de la ville, ce lieu historique est, dès ses débuts, un laboratoire de la science végétale. Il abrite aujourd'hui des collections botaniques uniques en France, en particulier des camélias et des orchidées. Sa mission de conservation remonte au XVIIe siècle, à une époque où Nantes, grand port du Royaume de France, voit affluer sur ses quais des plantes venues des 4 coins du monde. C'est l'époque des encyclopédistes aussi, donc c'est ce moment où on découvre que le monde, c'est 10 fois, 50 fois ce qu'on connaît déjà. On croyait connaître toutes les plantes possibles. En fait, on découvre qu'il y en a 50 fois plus, et ce qu'on connaît, c'est presque rien. Et donc, on fait venir des bateaux entiers remplis de plantes. Et ces plantes arrivent au Jardin botanique de Nantes pour être acclimatées avant d'être envoyées au Jardin des plantes de Paris pour là être étudiées plus finement. Louis XV imposait à tout capitaine de navire de ramener au moins 3 plantes de ses expéditions. C'est une obligation royale. Par exemple, il y a des moments où le capitaine de navire prend sur sa ration d'eau personnelle pour continuer d'arroser la plante pour que la plante arrive vivante au bout à Nantes, en se disant qu'il vaut mieux qu'elle arrive et que moi j'ai vraiment soif plutôt qu'elle n'arrive pas et que ça se passe mal pour moi. Donc c'est une obligation totale. C'est ainsi que des espèces telles que le tulipier de Virginie, le sassafras ou le magnolia grandiflora, qui devient l'un des emblèmes de Nantes, sont introduites depuis les Amériques sur les côtes françaises. Au Jardin des Plantes, on peut encore admirer le plus ancien spécimen connu de Magnolia grandiflora, âgé de plus de 200 ans. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'en fait, à chaque fois, il y a un bout de bois qui pourrit à l'intérieur. Du coup, il fait un contrefort pour compenser. C'est pour ça qu'il fait plein de bosses comme ça. On perçoit que c'est le poids de l'histoire, quoi, pour faire autant de circonvolutions, autant de... Voilà. Mais c'est une autre plante, le camélia, qui va asseoir la renommée horticole de la ville au XIXe siècle et faire la fortune d'un industriel local. Le camélia avait déjà été introduit en France, mais il poussait que dans des serres. Et il y a un maire de Nantes, le maire Ferdinand Fabre, qui est le plus grand industriel de la ville de Nantes, donc quelqu'un de richissime. Il se dit sur les fleurs, il y a de l'argent à faire. Et donc il fait des boutures, mais surtout il hybride des espèces différentes, des variétés différentes. Et il se dit au fur et à mesure, je vais en trouver une qui va tenir dehors. Et il y arrive. Ce qui fait que quand il y arrive, directement, et c'est là où on voit le modèle industriel, il passe de 1 à 20 000 pieds de cette variété de camélia. Et le camélia, c'est une fleur magique, puisqu'elle fleurit de novembre à mars, au moment où il n'y a aucune fleur dans aucun jardin. Et donc lui, il vient avec la fleur de camélia en disant vous avez la rose d'hiver. Et donc il lance ça, mais il le lance à une telle échelle que c'est le moment où il fait venir le train à Nantes. Et il y a la gare, et il y a un direct qui fait Nantes-Paris. Il part le soir de Nantes, il arrive le matin à Paris, il remplit de fleurs de camélia. Et donc tous les matins, les Parisiennes ont des fleurs de camélia à disposition. La pièce La Dame aux camélias, signée Alexandre Dumas, propulse la rose d'hiver au rang d'icône. Le pied de camélia se vend à prix d'or, tandis que la région nantaise s'affirme comme le plus grand centre de production du pays. On est dans
dans ce fait de vouloir connaître le plus possible de plantes. Et c'est aussi pointu, c'est aussi être tendance, mais comme la high-tech aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a l'industrie qui se lance, mais ce monde botanique avec ses noms latins en 5 syllabes et d'avoir la plante que personne n'a jamais vue, c'est vraiment être une star que d'avoir ça. Donc quand dans son salon, on montre qu'on a une orchidée, on se dit ouais là je suis pas avec un rigolo quoi. C'est un peu comme je dirais aujourd'hui le premier qui va dans l'espace quoi. On est vraiment sur ce niveau-là. Symbole de prestige, la botanique devient alors l'un des passe-temps privilégiés des riches négociants et armateurs nantais, dont la fortune s'est bâtie au XVIIIe siècle sur la traite transatlantique. Installés dans de fastueux hôtels particuliers en ville, ils font également construire à la campagne de luxueuses résidences secondaires pour échapper à l'agitation de la ville et profiter d'un air plus pur. À Rezé, dans ce qui est désormais une proche banlieue de Nantes, 2 de ces petits châteaux, surnommés Folies Nantaises, illustrent les goûts ostentatoires de cette caste de marchands. La Folie a pour vocation à être vraiment un lieu connecté à la nature, donc en général entouré d'un grand parc, d'un jardin. Le terme de folie d'ailleurs pourrait venir du terme latin folia, qui veut dire la feuille d'arbre. Le jardin, c'est aussi un signe d'apparat. Ça veut dire qu'on a du bien, de la terre, et donc ça c'est un signe de richesse. Le fait aussi de pouvoir aménager le jardin, par exemple en créant des parterres, c'est aussi un signe de maîtrise de la nature, donc une forme d'expression aussi d'une réussite sociale et d'une forme de pouvoir. Désireux de marquer les esprits, les propriétaires rivalisent d'audace pour éblouir leurs visiteurs. Le comble du raffinement consiste à exhiber des essences exotiques rapportées de contrées lointaines. Dans le même temps, ils confient à leurs jardiniers la création de potagers soignés où ils expérimentent des cultures nouvelles. Artichauts, concombres, piments, haricots ou encore melons. La Folie n'est pas qu'un lieu de repos. On est à la campagne, près des cours d'eau, notamment la Sèvre nantaise. Donc il y a une ressource aussi à exploiter avec ces terres. Bien souvent, en fait, la Folie se complète d'une exploitation agricole qui va donc être une source de revenus supplémentaire pour ces familles. À la Révolution française, de nombreuses propriétés sont saisies et leurs domaines morcelés. Les jardiniers, formés dans ces demeures bourgeoises et passés maîtres dans l'art du maraîchage, contribuent alors activement à l'essor agricole de la ville. La terre du pays nantais, gorgée de sable léger, enrichie par les alluvions de la Loire et bénéficiant d'un climat tempéré, offre des conditions idéales pour la culture des fruits et légumes. Au nord-est de Nantes, Doulon, quartier bordé par la Loire, est riche en eau. Au XIXe siècle, il attire une nouvelle génération de jardiniers, appelés désormais maraîchers, qui s'y installent massivement et s'engagent dans une course à l'innovation. C'était des petites parcelles de 5000 m² à 3 hectares, pas beaucoup plus. Ils essayaient d'être les plus précoces possibles. Le printemps nantais est quand même assez doux. Donc en fait, ils avaient développé plein de techniques pour être les premiers à sortir des radis, des melons, des carottes bottes très très tôt dans la saison. Et du coup, de bien le vendre à Nantes, mais surtout aller le vendre à Paris. L'un de leurs premiers secrets réside dans la tenue maraîchère, un type de jardin emblématique de la région nantaise, clos par des murs en pierre. Dans le quartier, si vous êtes passé un peu, il y a plein de vieux murs. Donc ces murs en pierre, en fait, déjà, ils permettaient d'accumuler de la chaleur dans la journée et de la restituer tranquillement pendant la nuit. Ils faisaient toujours une température entre 8 et 10 degrés la nuit. C'était assez intéressant, quoi. Pour réchauffer le sol, les maraîchers adoptent également la culture sur butte fertilisée au fumier, ainsi que la culture sous cloche ou sous châssis, préfigurant les serres d'aujourd'hui. Ils faisaient des structures bois et ils venaient poser des carreaux dessus, ils soulevaient la journée et refermaient le soir. En fait, c'était des mini-serres. Ça permettait de hâter les semis, les plantations, les salades. Ils plantaient très tôt aussi les melons, puisque du coup, ils étaient bien dans leur petit cocon, bien au chaud, quoi. En combinant les atouts naturels de leur territoire avec les connaissances horticoles acquises depuis un siècle,
les maraîchers nantais, portés par un esprit pionnier, remportent de nombreux concours agricoles et connaissent une prospérité remarquable. Au XXe siècle, les pratiques se modernisent encore. Irrigation, chauffage des serres, recours aux intrants chimiques. La production maraîchère s'industrialise, les parcelles s'agrandissent et s'éloignent de la ville. Dans le quartier de Doulon, les pavillons avaient presque entièrement remplacé les fermes traditionnelles dans les années 1990. Mais une prise de conscience émerge, conduisant la municipalité de Nantes à impulser un nouvel élan. Relancer une production maraîchère intramuros en confiant des terres à des maraîchers engagés dans l'agriculture biologique. Nous, on retravaille sur des principes à l'ancienne, petite surface, très peu mécanisée, donc on fait beaucoup à la main. On plante assez serré pour être le plus productif possible dans cette petite surface. Donc on travaille avec des tout petits outils, des sarcloirs, des binettes, et tout comme les anciens. En fait, ces techniques, elles sont efficaces, efficientes en termes de productivité, en termes de rentabilité. Et ça prouve aussi qu'on peut se passer de gros tracteurs en fait, pour faire des légumes. Dans le sillage de cette nouvelle génération de maraîchers, de jeunes chefs nantais s'aventurent dans une cuisine créative en quête des arômes cachés des plantes. Au moment d'ouvrir son restaurant, Sarah Mingui repense aux liens profonds qui unissent sa ville au monde végétal. Avec son amie maraîchère Alice Ménard, elle se lance alors un pari audacieux, créer un jardin aromatique sur le toit d'un parking surplombant la gare. Et là, tu vois, elles vont fleurir. Là, ils sont en train de faire leurs fleurs, les asperges. Toutes les petites clochettes, là. C'est incroyable de pouvoir se dire qu'on va cueillir juste ici et qu'ensuite on va le servir dans l'assiette. Je pense que c'est hyper important pour nous, en tant que cuisiniers, de garder le contact, en fait, et de se rendre compte qu'en fait, un produit, c'est quelque chose de vivant. Nous, en tant que cuisiniers, quand ça fait 15 ans qu'on travaille, on se rend compte qu'en fait, l'abricot, on le connaît par cœur. La tomate, on la connaît par cœur. On a envie de trouver d'autres choses, de nouveaux produits, mais justement sans pour autant aller à l'exotique, comme beaucoup de générations de chefs l'ont fait avant nous. La fleur est aussi puissante que la feuille. Ouais, c'est très piquant. Mais moi, j'adore. Tu la mets avec quoi, du coup? Il y a même un petit côté wasabi, je trouve. Oui, bah même famille aussi, wasabi. Ce que je viens de couper, on s'est mis comme objectif de se dire que ce qu'on a ici, c'est déjà suffisant. Et qu'en fait, il y a plein de choses sur une plante qu'on ne connaît pas, plein de sous-produits, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'utiliser la feuille et on se rend compte que la fleur est géniale ou que la graine est incroyable. Et donc, finalement, avoir un jardin à côté, c'est la continuité, en fait, je pense, de ces valeurs-là.